porte également ce cercle et qui pourra nous en dire plus. Remercier également nos 3 intervenants. Pascal Andrieux, notamment de la Fondation Handicap Malakoff Médéric. Je remercie beaucoup d'avoir accepté d'intervenir, ainsi que Jean-Marie Destré, qui nous fait le plaisir d'intervenir pour la 2e fois aujourd'hui. Double remerciement pour Jean-Marie. Isabelle Fieux, du Fonds de dotation entreprise des possibles, qui nous fait le plaisir de nous rejoindre aujourd'hui, en sachant qu'on a eu l'occasion déjà de parler de vos travaux, y compris hier, à l'occasion de la première réunion du matin, qui visait à mesurer les impacts de la crise appliqués au territoire de Lyon. Voilà, donc je ne serai pas très long. J'aurai quelques mots complémentaires à vous dire lors de la conclusion, notamment sur les prochains rendez-vous, en sachant que le prochain dont je vous parlerai aura lieu le 25 juin pour un rendez-vous assez exceptionnel avec les membres de la coordination générosité. Voilà, donc sans plus tarder, je passe, la parole pour un mot technique à Anne, que je remercie également d'avoir organisé l'ensemble de ces sessions. Et ensuite, la parole sera donnée sans plus attendre à Jean-François. Merci. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Donc, je rappelle que les questions sont posées sur le chat qui est ouvert et on les examinera à la fin de la session. La session sera également enregistrée, donc vous pourrez y avoir accès ensuite. Et voilà, je crois que c'est tout. Bonne session. Jean-François, à vous la parole. Merci beaucoup, Anne. Bonjour à toutes et à tous. Et sans tarder, c'est vrai que quand on rentre dans certains magasins, on voit « attention, fragile ». Faites attention, c'est fragile. Alors, sur cet atelier des fragilités humaines, on va démarrer par Isabelle. Isabelle, vous êtes au pilotage du fonds de dotation Entreprises des possibles depuis avril 2019. Et est-ce que tu peux nous dire de quelle fragilité humaine tu t'occupes ? Alors, le fonds de dotation L'entreprise des possibles, il vise à en tout cas, accompagner les publics qui sont sans abri et les publics les plus précaires, parce que parfois la limite entre le sans-logement et la précarité est ténue. Et donc, c'est tout ce public-là que nous essayons d'accompagner, notamment sur du volet logement et insertion. Et ça se limite sur le territoire de la métropole de Lyon. Merci. Voilà, donc 59 communes. Sur 59 communes. Très bien. Merci beaucoup. Jean-Marie, donc tu es délégué général à la Fondation Caritas France. Et la même question, de quelle fragilité humaine tu t'occupes ou vous vous occupez? Bonjour à tout le monde. Alors Caritas Secours catholique, donc nous sommes des généralistes de la pauvreté, de l'exclusion en France et dans le monde. Donc les fragilités vont bien sûr être très différentes d'un pays à l'autre, d'un territoire à l'autre. Mais on sait que particulièrement l'enfance, les femmes seules avec charge de famille, les jeunes sans emploi, les personnes en chômage de longue durée ou avec des formes de handicap sont des personnes fragiles dans la société. Merci Jean-Marie. Pascal Andrieux, donc, tu es directeur général de la Fondation Malakoff Humanis Handicap. Et la même question, de quelle fragilité humaine tu prends en charge? Donc, bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de la Fondation, on est plus particulièrement sur des sujets relatifs au handicap et notamment tout ce qui est accès à l'emploi et accès à la santé. On ne délaisse pas des sujets comme la culture, le sport. Et plus généralement, au niveau du groupe, donc dans la mesure où je pilote aussi le volet social et sociétal du groupe, on est plus particulièrement sur des sujets de fragilité liés à la thématique du retour à l'emploi sur le cancer, les maladies chroniques, bien entendu au sujet des sujets relatifs au handicap, au bien vieillir, aux aidants, à la perte d'autonomie, et en ne délaissant pas, notamment au niveau des salariés, des sujets relatifs à des fragilités financières, et comme il a été indiqué, des sujets aussi relatifs aux familles monoparentales, à la parentalité, grand-parentalité et autres. Merci Pascal. Comme on peut le constater à vous trois, vous avez déjà un large spectre des fragilités humaines, mais il y en a de nombreuses. Isabelle, l'action dont tu t'occupes a démarré en février 2019. Est-ce que tu peux nous rappeler son objectif? Alors, il y a
deux objectifs qui sont d'abord peut-être partis d'une indignation qui est d'abord de mettre à l'abri effectivement des personnes qui sont dans la rue et qui sont malheureusement en nombre croissant sur la métropole de Lyon. Donc ça, c'est cette indignation qui a levé le projet, notamment initié par Alain Mérieux, qui est un industriel lyonnais et qui a porté et initié ce projet. Et puis il y avait une ambition derrière dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, c'est comment on mobilise des entreprises et leurs collaborateurs sur une responsabilité sociétale de territoire pour essayer de décloisonner des mondes et essayer de dire comment on initie un changement, une culture de changement auprès de pratiques ou de rencontres entre le monde de l'entreprise et le monde des associations et de ce public fragile. Alors, il y a vraiment un public très, très opérationnel, mettre à l'abri et puis initier quelque chose qui nous dépasse et sur lequel ce sera un peu toujours notre étoile polaire, cette culture du changement sur ce décloisonnement des mondes, quoi. Voilà, c'est nos deux objectifs que l'on essaye de suivre. Et qu'est-ce que cette crise vous a révélé? Alors, elle nous a plutôt confortés dans des intuitions que l'on avait. On est encore, je veux dire, souvent en culotte courte, hein, on a à peine même pas 18 mois. Mais d'abord, elle nous a révélé une précarité parfois invisible, et notamment ceux qui sont pas loin de l'expulsion d'un logement ou qui vivotent entre la rue et un logement. Voilà, ça c'est une première chose. Et puis, elle nous a révélé combien la coordination des acteurs sur un territoire était intéressante et utile pour pouvoir être efficace. C'est-à-dire qu'il y a eu, pendant cette période de Covid, une très bonne coordination des acteurs et des parties prenantes. Nous étions un acteur nouveau dans ce panorama et qui faisions l'interface avec les entreprises. Donc, c'était une ouverture intéressante pour les associations. Et je crois que, voilà, sur l'efficacité, on en reparlera tout à l'heure, mais ça a été pour nous important. Et puis, ce besoin de rôle d'interface entre entreprises et associations. Les associations sont toujours à la recherche de contact au niveau de l'entreprise. Et comment nous pouvions être en tout cas une porte d'entrée vers des entreprises et éviter en tout cas soit de l'errance, soit du saupoudrage, notamment financier, sur un certain nombre de projets dont on reparlera tout à l'heure. Mais je crois que apporter la caution de projets un peu solides a été aussi important pendant cette période extrêmement courte où il a fallu être efficace. Voilà, en tout cas, c'est les grands enseignements qui nous restent et que nous gardons dans nos principes d'action aujourd'hui. Isabelle, en préparant cette réunion, tu nous disais, la crise du Covid, elle a validé la démarche que vous avez choisie. Est-ce que tu peux un peu développer cette idée de la validation par le Covid? Ouais. Alors, elle a validé cette histoire d'organisation territoriale, de lien avec les parties prenantes, c'est-à-dire comment on se place effectivement dans un paysage d'acteurs existants, déjà extrêmement organisé sur la place de Lyon et fortement professionnel, mais cette place que nous voulions prendre entre interface entre entreprises et associations validait en tout cas le besoin, ce besoin-là. Et puis du coup, ça nous a conforté dans l'organisation d'un comité d'orientation que nous souhaitons mettre en place dans quelques mois pour essayer justement de voir comment cette coordination et cette place de l'entreprise des possibles peut être plus encore visible et opérationnelle par rapport aux besoins du territoire. Voilà. Donc, en tout cas, dans notre organisation, ça nous a conforté d'aller dans celle que nous avions pressentie. Très bien. Merci beaucoup, Isabelle. Pascal, ta double fonction, je rappelle que tu es directeur engagements sociaux et RSE, et puis également DG de la Fondation Handicap, te donne un double regard en manageant des actions sociales et sociétales face à cette crise. Quels principaux enseignements tu tires de cette double fonction? Qu'est-ce que je pourrais dire pour résumer? C'est que la première chose par rapport à la crise, c'est que finalement, on a une crise qui s'est accélérée assez rapidement. Donc, on s'est rendu compte finalement qu'il fallait agir assez vite, tout en prenant un peu de temps et un peu de recul pour bien voir la pertinence des actions qu'on pourrait mener. On a mené des actions de deux niveaux. Donc, des actions à l'intention des publics fragiles de l'ensemble de nos clients, entreprises, assurés, retraités et autres. Donc là, c'est la mise en place de nombreux dispositifs, des kits de fragilité, des dispositifs de ligne psy, pas mal d'accompagnement.
Et parallèlement à ça, et pour ces dispositifs-là, on a pris un peu de temps, à la fois pour s'assurer de l'opérabilité des services, de la capacité de notre écosystème et des prestataires avec qui on travaille, de leur capacité à interagir dans un contexte compliqué, et puis d'avoir une remontée forte du terrain, à la fois notamment des associations et de l'écosystème, sur quels étaient vraiment les besoins des usagers et comment on pouvait être pertinent pour agir assez rapidement. Et sur le volet sociétal, les plans d'urgence qu'on a mis en place étaient finalement le parallèle à cette action servicielle. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui a été décidé. Et comme on est plutôt au niveau, il y a quelques années, il y a maintenant 3 ans, qu'on a à peu près centré nos sujets de fragilité sur ce que je vous indiquais, de manière à être un peu plus, finalement, avoir une meilleure maîtrise des sujets, être un peu plus lisible et avoir plus d'impact. Donc on s'est rendu compte que finalement nos thématiques de fragilité, elles étaient encore beaucoup plus touchées, encore plus dures dans le cadre de la crise sanitaire et voire de la crise, bien entendu, économique qui sera là demain. Vous avez choisi de soutenir des projets précis, non pas de faire du saupoudrage. Est-ce que tu peux nous parler de votre triple action sur le cancer? Alors, on a un axe fort de soutien dans le cancer au niveau du groupe qui va à la fois de sujets de recherche appliquée jusqu'à des sujets de parcours de soins et beaucoup de sujets sur les soins de support et sur le retour au travail. Donc, dans ce cadre-là, on a finalement organisé une task force qui a rencontré différents partenaires avec 3 points principaux. Un volet sur s'assurer du bon déroulement du soin, un sujet qui est plus relatif aux personnes finalement, sur une période des personnes atteintes d'un cancer. Dans cette période, c'est forcément très stressant, anxiogène. Et un 3e volet qui est arrivé un peu plus tardivement après le démarrage de la crise sanitaire, plutôt s'associer à des programmes de recherche. Donc sur le volet finalement déroulement des soins, donc là le sujet était, on a plutôt travaillé avec des structures assez connues, notamment Unicancer et l'Institut Curie qui ont mis en place des dispositifs justement pour accompagner, permettre que le déroulement des soins se passe malgré finalement le Covid avec la mise en place de sérologie et autres. Et puis Curie qui a mis en place des dispositifs pour s'assurer du bon déroulement des soins malgré la crise sanitaire pour des personnes atteintes d'un cancer des seins. Et l'AFSOS, qui est l'Association européenne des soins de support, qui là, elle, est venue en aide finalement aux praticiens. Parce qu'il y a beaucoup de praticiens de ville qui se sont retrouvés confrontés à des cas de personnes atteintes d'un cancer qui d'habitude vont finalement à l'hôpital, dans les centres anti-cancer, et qui là se retrouvaient à aller en médecine de ville. Et finalement, ces professions médicales étaient totalement perdues. Donc l'AFSOS a mis en place des webinaires, des outils finalement, grâce à des oncologues et des psycho-oncologues pour les accompagner. Donc on va dire ça, c'est plutôt le volet s'assurer du bon déroulement des soins. Après, on a bénéficié d'études sur les patients. Et là, les patients avaient pratiquement 3 problématiques. Problème d'information, problème d'avoir besoin finalement d'avoir d'outils à distance digitaux pour les accompagner et donc un soutien psychologique. Donc on est allé plutôt soutenir des plateformes qui existaient, avec qui on travaillait déjà, des dispositifs type Camille Sport, La Maison Rose, Allo Alex de Cancératoire et autres, justement pour aller les aider financièrement à ce qu'ils puissent finalement assurer cette continuité avec les patients durant cette période. Et 3e volet sur le recherche, alors on n'est pas sur la recherche fondamentale, on est sur la recherche clinique. Et là, Gustave Roussy a mis en place plusieurs dispositifs pour voir finalement l'interaction entre le Covid et le cancer. Et donc, on soutient 2 programmes de Gustave Roussy dans ce cadre-là. Merci. Est-ce que vos liens avec les associations pendant cette crise ont changé? Je dirais qu'ils se sont renforcés parce que finalement, on connaît quand même assez bien l'écosystème. Donc, les liens se sont renforcés. Et alors, je pourrais être brutal quand je dis ça, mais je veux dire, on a eu énormément de sollicitations de nombreux acteurs sur de nombreux sujets. On est resté sur les sujets que l'on maîtrise. On est resté sur le sujet que l'on maîtrise. Et finalement, en tout cas, les associations qu'on a eues ou les différentes structures qu'on a eues sont très reconnaissantes des actions menées et ont bien vu qu'on n'agissait pas là par intérêt et en voulant enrichir la marque employeur MH, par exemple. On est bien sur une relation de sincérité sur le volet, en tout cas, sociétal. Il n'y a pas de souci sur ces sujets-là. Merci, Pascal. Jean-Marie, la crise a aggravé les fragilités humaines et elle a entraîné, évidemment, un accroissement de la pauvreté ou des pauvretés. Qu'est-ce que le Secours catholique et la Fondation Caritas peuvent nous en dire?
Oui, chaque année, le Secours catholique publie un rapport annuel sur la pauvreté en France. Et donc, de ce rapport annuel, on identifie clairement les publics, les citoyens, les citoyennes qui sont les plus fragiles, si je parle de la France. Ça fait plusieurs années qu'on alerte sur le problème de la montée de la précarité chez les jeunes. Je vais y revenir. Deuxièmement, sur les familles monoparentales qui sont 2 fois plus pauvres que les familles normales, constituées. Et puis, troisièmement, on alerte aussi sur la situation des personnes migrantes ou sans statut. Si je reviens sur ces 3 publics qui sont des publics déjà que nous accompagnons, il est vrai qu'ils ont été particulièrement frappés par cette crise. Sur tout ce qui est, vous savez que les jeunes en France, les jeunes de moins de 25 ans n'ont pas droit au revenu de solidarité active, sinon aucun revenu. On sait tous aussi le scandale de ces jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance et à 18 ans se retrouvent quasiment à la rue pour un certain nombre d'entre eux. Et beaucoup de ces jeunes, en fait, pour s'en sortir, ont des stratégies de petits boulots, où ce sont des étudiants, mais qui travaillent beaucoup en même temps que leurs études. Ils travaillent dans les cafés, dans les magasins, dans les restaurants. Et effectivement, tous ces boulots d'appoint qui permettaient à ces populations de jeunes, souvent peu qualifiés, avec peu ou pas de diplôme, ayant décroché l'école, souvent, voilà, tous ces petits boulots ont disparu du jour au lendemain et ces jeunes n'ont pas droit à des aides sociales. Donc, il y a eu beaucoup de mobilisation de différents acteurs associatifs parce que ça paraissait assez choquant de voir des étudiants même qui étaient sur des campus se retrouver, avoir faim, devoir se retrouver dans les files de distribution alimentaire. Donc il y a eu une attention particulière par rapport à ces publics jeunes et notamment aussi un plaidoyer fort qui est toujours en cours vis-à-vis de l'État. Il y a une première allocation de 200 € qui a été décidée, qui est versée par l'État, mais c'est clairement insuffisant et il y a un plaidoyer aujourd'hui pour pouvoir ouvrir le RSA à ces jeunes de moins de 25 ans sans ressources. Le deuxième public, ce sont toutes ces familles qui ont très mal vécu le confinement parce que, à la fois situées dans des environnements assez dégradés, des logements exigus, en hôtel social ou autre, des familles où il y a un seul parent présent, c'est très souvent une femme seule avec ses enfants, et là, je dirais une double difficulté pour ces publics. D'abord, tout simplement, là aussi, une difficulté d'ordre financier et alimentaire, parce qu'en temps normal, beaucoup d'enfants, s'ils sont scolarisés, s'ils sont assez grands, avaient accès à une cantine scolaire qui peut être quasiment gratuite pour ces personnes à très faible revenu. Et là, donc, il n'y a plus ces cantines scolaires. Donc, des besoins financiers croissants auxquels beaucoup d'associations, le Secours catholique, la Fondation Abbé Pierre et d'autres ont répondu avec des distributions de chèques-services qui permettaient à ces familles de faire des achats dans les magasins en alimentaire ou en produits d'hygiène, un premier type de réponse. Et puis, nous avons tous été comme parents confrontés aux problèmes d'école des enfants. Et on voit bien que dans ces familles fragiles, là aussi, dans beaucoup de cas, il y avait des problèmes déjà de connexion. Il n'y avait qu'un téléphone pour suivre des cours. C'est pas évident, voire pas de connexion Internet. Et donc, une vraie difficulté à accompagner les enfants dans cette école à distance. Et là aussi, il y a eu une forte mobilisation du réseau associatif qu'il faut vraiment saluer, notamment autour d'initiatives comme celle d'Emmaüs Connect, de Break Poverty,
le Secours catholique était partie prenante aussi de distribuer des ordinateurs à un certain nombre de familles, de payer des connexions, voilà, d'offrir des clés 4G pour permettre la connexion et à ce qu'un certain nombre voilà, de ces jeunes puissent mieux vivre le confinement à distance. Ceci dit, ça restait quand même extrêmement compliqué du fait beaucoup de la piètre qualité, de l'entassement des personnes dans des logements peu adaptés à un confinement. Et enfin, pour ne pas être très long, dernier public, c'est tout le public effectivement de ces personnes en attente de statut ou irrégulier qui ont aussi vécu très très difficilement le confinement, des gens qui étaient à la rue sans situation d'hébergement et qui au début se trouvaient à se faire verbaliser parce qu'ils étaient dans la rue. Donc là aussi, il y a eu une très forte mobilisation associative et il faut saluer l'initiative gouvernementale qui a permis de créer pas loin de 20 000 places d'hébergement d'urgence. Donc ça, il faut vraiment s'en réjouir. Maintenant, quand on sait le plaidoyer chaque année sur le manque de places à la rentrée de l'hiver et autres, et qu'on entend depuis des années que ce n'est pas possible, qu'on n'arrive pas à loger tout le monde, et là, tout d'un coup, ça devenait possible et on a pu mettre une très, très grande partie des personnes à l'abri. Malgré tout, les expulsions ont continué pendant cette période de confinement pour les personnes sans papier et autres, donc les associations là ont vraiment aussi demandé des moratoires pour que ces publics extrêmement fragiles voilà, ne soient pas encore plus précarisés par une double pression à la fois sanitaire et juridique sur leur situation. Donc voilà un peu les trois grands publics, et puis on pourrait parler aussi des personnes âgées, etc., qui sont bien sûr des personnes qui sont aussi fragiles, qui ont vécu difficilement ce confinement. Merci Jean-Marie. À chaque crise, la société civile est force de proposition. Qu'en est-il avec cette crise du Covid-19 ? Ce qui est assez formidable, c'est qu'on a vu énormément d'initiatives de proximité pour prendre soin des plus fragiles. Et ça, c'est vraiment une immense richesse de notre société. Et on a vu des artistes qui partageaient avec leurs voisins leur talent artistique. On a vu des personnes spontanément organiser des cagnottes pour financer de la distribution alimentaire en proximité. On a vu beaucoup d'associations qui ont des bénévoles un peu traditionnellement plus âgés. Ces bénévoles, on leur demandait de rester chez eux pour des raisons de sécurité sanitaire. Et on a vu venir justement des centaines et des milliers de jeunes au chômage, qui se sont adressés au tissu associatif en offrant leurs services et en disant, mais voilà, moi, pendant cette période où je ne peux pas travailler, où je ne peux pas étudier, je voudrais vraiment être utile et je ne crains pas pour ma santé. Et donc, on a vu effectivement arriver énormément de bonne volonté, de bénévoles jeunes qui ont aidé à organiser des maraudes, des distributions alimentaires, des visites pour ou en tout cas des visites en respectant les distances pour des personnes âgées, des chaînes téléphoniques pour maintenir le lien avec les personnes les plus fragiles et encore plein d'autres initiatives. Donc il y a eu une formidable richesse associative d'engagement désintéressé, solidaire, dont on peut vraiment se féliciter, dont il faudra garder mémoire. Merci Jean-Marie. Pascal, dans cette période, tu me disais en préparant cette réunion que vous avez travaillé mieux, vous avez fait des choses plus rapidement ou en moins de temps, dans des conditions plus difficiles. Comment tu expliques cela et qu'est-ce qu'il faut retenir pour aujourd'hui et demain ? Je pense que cette solidarité qu'on a rencontrée, comme ça vient d'être dit, on l'a aussi rencontrée dans le monde de l'entreprise finalement. À mon avis, il y a un intérêt commun,
il y a un intérêt commun qui a fait finalement une absolue nécessité, qui a fait que finalement les gens ont beaucoup plus coopéré. Moi, je vois bien dans mon exemple personnel, hein, des directions, les plans d'urgence qu'on a mis en place, on l'a fait avec des directions avec lesquelles on ne travaillait pas forcément. Hein. Et en l'espace de 15 jours, on a réussi à mettre en place des task force, travailler ensemble, faire de l'intelligence collective, avoir beaucoup plus d'agilité. Ce n'est pas que des mots, hein. C'est vraiment la réalité. Moi, je vois bien des exemples avec des directions avec lesquelles on ne travaillait pas. Et bien forcément, elles sont venues vers nous pour nous dire à quoi finalement on peut servir dans ce cadre pour apporter notre compétence et notre expertise sur des sujets de fragilité. J'ai quelques exemples de ce type. On a notamment des commerciaux chez nous qui font de la vente à distance, hein, donc qui étaient totalement à l'arrêt. Et on a lancé avec eux une opération d'appel de convivialité vers une population de retraités isolés dans des zones atteintes par le Covid. Et finalement, cette opération solidaire qu'ils ont menée avec nous, finalement, c'est super positif pour eux. Ils se sont sentis finalement investis. Alors, certains ne pouvaient pas intervenir dans le monde associatif, mais finalement, par l'intermédiaire du monde de l'entreprise, ils se sont rendus utiles et je pense que maintenant, ça servira pour demain et ça leur permettra surtout de mieux comprendre les sujets de fragilité. Parce qu'il y a quand même pas mal on est nous dans un écosystème qui côtoie ces sujets, qui a une connaissance, une certaine appétence. Et on a finalement touché beaucoup plus de nos collaborateurs sur cette courte période à des sujets finalement assez basiques d'accompagnement social ou autre, sur différentes fragilités. Et pas l'intermédiaire de la fondation, mais par l'intermédiaire du groupe, il y a eu beaucoup de communication justement sur ces sujets sociétaux, en quoi, alors les sujets du bien vieillir, mais les sujets sur le handicap. Et puis ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que beaucoup d'associations qui ne travaillaient pas ensemble jusqu'à maintenant, elles se sont réunies solidairement justement pour avancer sur des causes communes. Et nous, on a travaillé avec des associations qui ne travaillaient pas ensemble avant. Hein. Donc, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui s'est mis en place. Donc, on est vraiment dans des logiques de task force, MVP, de manière à aller assez vite. Et c'est productif, ça doit servir pour demain. Ça doit servir pour demain. Il ne faut pas qu'on perde justement, il ne faut pas que le retour dans l'entreprise de personnes qui avaient été confinées, qu'on perde finalement tous ces acquis. Donc là, c'est le job de l'entreprise de continuer finalement à porter ces sujets. C'est le travail des managers aussi. Hein. Je pense que le passage du télétravail au retour à l'entreprise, le rôle des managers va changer. Nous, dans des sujets de fragilité, il faut qu'on travaille un peu mieux avec nos équipes sur ces points. Donc voilà, c'est un peu tout ça. Pour moi, il y a eu beaucoup de choses positives qui nous ont permis de gagner du temps. C'est des leviers de transformation et d'accélération sur beaucoup de sujets. Donc à nous de continuer. Et c'est un travail pour moi, c'est un travail de management, hein, tout bêtement. Hein. La prise de conscience, elle est là, mais derrière, il faut quand même, on a encore beaucoup de choses à faire. Mais ce qui s'est produit sur la société civile, je pense que beaucoup d'entreprises ou beaucoup de fondations l'ont aussi vécu avec des gens qui se sont dit il faut qu'on se bouge de manière transverse, en étant beaucoup plus, voulant beaucoup plus participatif, à sens commun finalement, donc, y compris au niveau de l'entreprise. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu dans la période. Et j'espère le vivre encore durablement et longtemps. Merci beaucoup, Pascal. Et Isabelle, justement, efficacité, ne pas saupoudrer, faire de la mutualisation des moyens. Quels sont les enseignements que tu as tirés à travers cette crise? Alors, je parlais tout à l'heure effectivement de mutualisation et d'interface entre entreprises et associations. Effectivement, vous parliez d'opérationnalité et d'agilité. Je crois que ça a été aussi notre cas. Voilà, des associations qui cherchaient des lits pour accueillir des enfants, Ikea qui nous donne 20 lits tout d'un coup parce qu'on avait simplement l'interface et le nom. Voilà, ça c'est un petit exemple, mais il y en a eu plein d'autres tout au long des 2 mois du Covid. Donc, cette interface, pour nous, il est extrêmement important et on nous demande de le développer. Et puis, cette mutualisation, c'est aussi l'objet de l'entreprise des possibles sans Covid. Hein, puisque, Anne, si vous pouviez passer le slide, là, nous, on a 3 leviers d'action qui essayent de faire système et d'être complémentaires, qui est de compléter des ressources humaines dans les associations en faisant intervenir des salariés bénévoles. Donc, on trouve les missions et on mobilise ces bénévoles-là. Un deuxième volet qui est effectivement de collecter des jours de congés payés avant même que, voilà, peut-être qu'on en parle pendant le Covid, mais donc de les valoriser monétairement et de nous les verser. Et puis un troisième volet qui est de pouvoir trouver en tout cas des locaux vacants
des locaux vacants pour pouvoir les mettre à disposition de manière temporaire et de pouvoir mettre des personnes en hébergement d'urgence de manière temporaire. Donc 3 leviers qui font système et qui mutualisent sur un territoire un certain nombre effectivement de dons d'engagement. Donc pour nous, l'objectif c'est d'être une puissance de feu puisqu'aujourd'hui on a 31 000 collaborateurs, 50 entreprises et de pouvoir faire lever un certain nombre de projets extrêmement importants jusqu'à plusieurs millions d'euros pour pouvoir vraiment agir sur ce volet sans-abri sur la métropole de Lyon. Et la période Covid, elle nous a montré que cette mutualisation, elle était importante et que des entreprises qui étaient sollicitées disaient mais écoutez, moi je ne sais pas à qui donner, je suis très sollicitée, je ne sais pas quel est le meilleur projet. Et donc effectivement, de pouvoir avoir confiance dans un tiers qui va choisir le bon projet parce qu'il connaît les besoins du territoire, peut être en tout cas pour nous un gage d'efficacité. Et puis les 2 autres, c'est effectivement mesurer l'impact social. Nous, à travers notre comité d'orientation, l'idée c'est effectivement de mesurer comment au fur et à mesure des années, on va essayer en tout cas d'améliorer les statistiques connues sur cette problématique-là, et puis de le traduire concrètement en projet concret en impliquant l'ensemble des parties prenantes. Voilà, en tout cas, il y a un tableau de bord qui se construit petit à petit et qui va être aussi un élément important de notre pilotage de notre action. Donc, effectivement, des moyens entrepreneuriaux pour pouvoir piloter ce volet-là. Et on l'espère avec, en tout cas, un nombre de personnes précaires qui ne va pas trop augmenter malgré effectivement ce Covid qui a révélé, à mon avis, des populations bien invisibles et très, très précaires. Voilà ce que je peux en tout cas avoir envie de dire. Et ces 3 volets-là, vous les retrouvez sur notre site internet avec un certain nombre de détails si vous le souhaitez. Mais on est vraiment, notre mot d'ordre, mutualisation. Mutualisation. Merci Isabelle. C'est une période où il y a beaucoup d'associations qui sont dans des situations très complexes sur le plan économique, sur le plan humain. Jean-Marie, quel conseil tu peux nous donner? Quel retour d'expérience peux-tu nous partager? Alors, je vais partager aussi en côté positif, un peu en écho de tout ce que l'on entend sur la mobilisation des collaborateurs, la mobilisation des entreprises. Nous, notre métier, Fondation Caritas France, c'est aussi d'être une fondation abritante, de permettre à des individus et des familles de créer leur outil philanthropique. Et je peux dire qu'il y a eu une grande activité pendant cette période de confinement, de contact, de personnes qui venaient vers nous et qui nous disaient, voilà, tout ce qui se passe aujourd'hui dans la société, ça nous incite, nous, à notre niveau personnel, à vouloir faire quelque chose, à vouloir nous engager. Un peu la notion du give back, de rendre. Voilà, nous avons la chance de ne pas être impactés par cette crise. Et on voit les dégâts autour de nous en termes de chômage, etc. Donc, on voudrait s'engager. Et donc, cette crise a été un booster un peu, et je l'espère en tout cas, dans beaucoup de contacts pour que des individus créent de nouveaux outils philanthropiques, de nouvelles fondations abritées. Et la Fondation Caritas, qui s'est créée il y a 10 ans, elle s'est créée juste après la crise de 2008. Et déjà, à notre création, on avait senti ces dynamiques. Donc, c'est un peu menace et opportunité. Dans cette menace terrible sur notre société, il y a aussi cette opportunité d'une prise de conscience et d'une acceptation des personnes qui ont les moyens de s'engager. On parle beaucoup, est-ce qu'il faudrait faire un impôt supplémentaire sur les riches? Est-ce qu'il faudrait rétablir l'ISF ou quoi? Moi, je suis plus partant justement d'appeler à l'engagement de chacun et que chacun, en fonction de ses moyens, puisse vraiment s'engager. Ça, c'était sur le point positif aussi, un peu en écho de ce que disaient les collègues. Après, effectivement, le monde associatif aujourd'hui, il y a eu plusieurs études menées par le mouvement associatif et relayées. Vous avez vu qu'on est face à un mouvement associatif qui est à la fois qui a été exemplaire, qui a été pour beaucoup en première ligne dans ce confinement et qui a fait en sorte que je dirais, on a pu passer sans trop de casse sociale, même si on a eu beaucoup cette période. Mais ce mouvement associatif, il est fragile
différentes études montrent que presque un tiers des associations qui emploient du personnel n'ont pas 3 mois de trésorerie devant elles. Tous les dispositifs publics qui ont été mis en place ne sont pas accessibles à toutes les associations. Ça reste compliqué. Donc, il y a eu du travail qui a été fait, je pense notamment à tout le travail qui a été mené par le Rameau pour fédérer un peu, faire connaître tous les dispositifs possibles. Mais on peut s'attendre effectivement à avoir un mouvement associatif qui va être extrêmement fragilisé cet été à la retraite et à la rentrée en septembre. Et donc là aussi, il faut saluer des initiatives comme celle prise par France Active, par la Fondation de France et d'autres structures qui, conscientes de cet enjeu fort d'aider le monde, tout comme il faut aider les PME à ne pas mettre la clé sur la porte. Il est vraiment important d'aider les associations à ne pas couler aussi dans cette période pour des problèmes de trésorerie notamment, pour qu'elles puissent continuer à remplir leur mission sociale. Donc nous avons un défi vraiment, vraiment fort devant nous. Jean-Marie, quelle place a été faite aux bénéficiaires dans cette crise ? Alors, peut-être juste donner un exemple. Je parlais au début du problème des personnes sans papier. Oui. Mais nous avons vu aussi dans beaucoup d'équipes locales du Secours catholique que les jeunes qui se sont mobilisés pour assurer les distributions alimentaires et autres, il y avait énormément de jeunes sans papier, de jeunes en attente de statut. Et ça a été, je dirais, une formidable reconnaissance de permettre à ces jeunes qui sont confrontés à un mur, qui n'ont plus beaucoup d'espoir. Et là, tout à coup, c'était leur redonner une utilité sociale, leur redonner un visage, un nom, un prénom et les sentir, leur permettre de se sentir partie prenante d'un combat collectif. Donc ça, on voit bien que dans ces situations-là, c'est vraiment important. Je voudrais parler aussi d'autres initiatives dans les quartiers populaires, par exemple, avec des associations comme Le Rocher ou comme Voisins Malins, qui ont mobilisé des habitants des quartiers pour justement, dans les confinements qui ont été très durs dans ces quartiers populaires, permettre à ces personnes d'expliquer ce qui se passait, d'expliquer les gestes barrières et autres. Et donc là aussi, permettre au plus près du terrain à des personnes de se lever, de gagner confiance en eux, un leadership naturel dans leur environnement, c'est vraiment un pari gagnant pour l'avenir. Mmh. Et vous, Pascal, quel est votre regard sur la place des bénéficiaires ? Moi, ce que je constate en tout cas, c'est qu'on est parti sur une crise sanitaire et au départ, finalement, il y a des populations qui étaient, on va dire, en dehors du scope. Je pense qu'on a vu au fur et à mesure la problématique des EHPAD, des personnes âgées, notamment à domicile aussi, un établissement aussi à domicile, les personnes handicapées avec la fermeture des structures, des IME, des accueils de jour, finalement des familles qui devaient s'occuper de jeunes ou moins jeunes en situation de handicap, donc étaient un peu délaissés. On a vu toute la problématique des aidants, les problématiques des personnes malades atteintes d'un cancer. Toutes ces personnes-là, finalement, elles étaient hors scope au départ. Et au fur et à mesure de la crise sanitaire, leurs problématiques sont ressorties et au fur et à mesure ont été pris en compte, le mieux possible en tout cas, à la fois par l'ensemble du secteur associatif, qui connaît bien le sujet, mais également par les secteurs publics et l'ensemble des entreprises et des fondations qui ont fait en tout cas ce qu'elles pouvaient pour accompagner. Donc il y a eu une prise en compte un peu tardive. On sait que malheureusement, c'est un sujet qui va être… Ces personnes fragiles, elles seront encore plus fragiles finalement après la crise. Donc c'est comment on peut les accompagner sur la durée. Nous, on a un peu la chance, j'ai une double casquette aussi, d'avoir beaucoup de contacts téléphoniques finalement avec ces populations fragiles qui appellent nos plateformes pour qu'on les aide, avoir des renseignements. Donc on commence à mieux capter leurs problématiques de demain. Donc finalement, il faut bien tenir compte en tout cas de toutes ces problématiques qui nous remontent. Et pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure sur le secteur associatif, toutes les problématiques du secteur associatif, alors, handicap, c'est les EA et ESAT qui vont être en situation très compliquée, les problématiques d'emploi.
On s'est associé, nous aussi, au mouvement mis en place par France Active pour aller aider, si possible, financièrement ce secteur, en tout cas dans nos thématiques, à passer cette période qui va être quand même très délicate dans les 2 prochaines années. Donc, c'est à la fois le soutien le plus possible aux bénéficiaires, qui passe par une phase importante d'écoute, à la fois des personnes, mais à la fois aussi des personnes qui s'en occupent. Et puis, un soutien fort, on va dégager pas mal de fonds pour aider en tout cas tout le secteur associatif dans nos axes et dans nos thématiques, justement à passer le mieux possible cette période qui va être très compliquée. Isabelle, sur cette belle métropole lyonnaise, quelle a été la place des bénéficiaires, leur autonomie pendant cette crise? Alors, le seul écho que j'ai, moi, c'est par l'intermédiaire des associations, pour lesquelles, effectivement, on a été fortement en soutien et en soutien financier. Et en fait, elles ont effectivement, bien sûr, intervenu dans l'urgence. Et je crois que ça les a aussi confortées, elles, dans la politique qu'elles cherchent à mener au quotidien, qui est ce qu'on appelle la politique du aller vers. J'apprends ça avec elles. Et c'est comment on donne de l'autonomie à ces personnes, comment on leur donne aussi un peu le choix parfois du logement, le choix d'un certain nombre de projets ou de chemins, et pour leur donner un peu d'autonomie et donc du coup de solidité et intérieure et externe. Donc nous, ça nous a conforté que dans nos projets qu'on avait à soutenir, il fallait que ce soit en tout cas un critère important de leur donner les moyens de pouvoir accompagner ces personnes vers le aller vers. Et ça demandait aussi un certain changement de pratique pour des travailleurs sociaux qu'il faut accompagner sur le long terme. Alors je sais que le milieu associatif est depuis longtemps engagé sur ces chemins-là, mais c'est un long chemin de conduite du changement, voilà, mais qu'on peut en tout cas appeler de nos voeux et qu'elle nous demande en tout cas de les aider à accompagner. Voilà. Pour ce qui nous concerne, nous, on est assez exigeant sur l'accueil des bénévoles que l'on oriente vers les associations qu'on référence. Parce que l'idée pour nous, c'est qu'il y ait un peu plus de bénévoles actifs dans ces associations. Et c'est aussi du coup un changement de pratique pour ces associations qu'il faut accompagner. Et donc, aller vers ou ce décloisonnement vers ces populations plus fragiles, c'est aussi une ambition. C'est comment on les connaît mieux, du coup, comment on en a peut-être moins peur. Et comment du coup, quand on les rencontre dans son quotidien ou dans son quartier, ça peut faire un vivre ensemble un peu différent. Voilà, et c'est vrai que ces élans de solidarité qui ont été en tout cas remarqués pendant cette période-là a sûrement ouvert un certain nombre de portes pour un certain nombre de personnes pour aller vers ces personnes-là. J'en suis persuadée. Mais voilà, directement, on les a observés nous que par les associations qui nous disaient voilà, il faut aller plus loin, plus grand et plus fort pour pouvoir vraiment rentrer dans nos ambitions. Mais voilà, on va essayer d'être présente pour les accompagner. Merci beaucoup Isabelle, Pascal et Jean-Marie. Avant de laisser la place aux questions, je voudrais faire vraiment 4 points qui ressortent de votre intervention. Et d'ailleurs, il y a une question qui en parle. D'abord, ce qui est très positif, c'est que tout le monde a pu repérer et remarquer que l'engagement a été boosté. Et donc, c'est un point sur lequel on peut rebondir aujourd'hui et demain. Ensuite, il y a un deuxième point qui a été soulevé à plusieurs reprises, c'est l'agilité, la créativité. C'est vrai que cette crise, en fait, elle était ici et que tous nous étions concernés. Ce n'était pas au bout du monde. Et donc, il a fallu immédiatement être agile et créatif et coopérer. C'est le troisième point que vous soulevez, la coopération. Puis, il y a un quatrième point et j'aimerais peut-être que l'un d'entre vous ou tous vous exprimiez justement, c'est qu'une fragilité n'est pas une pauvreté, donc une fragilité n'est pas forcément visible. Eh bien, cette crise a fait voir, a rendu visible certaines fragilités invisibles. Et donc, il y a une question. Je vois Anne qui a plusieurs questions, dont une justement sur la fragilité qui n'est pas que pauvreté. Il y a des fragilités plus difficiles à cerner. Fragilité de la cohésion sociétale, par exemple les gilets jaunes, fracture territoriale, ruralité, périurbain, petite ville, discrimination, les femmes, discrimination raciale. Et là, le commentaire de Delphine, c'est les fondations doivent arriver à toucher ces populations qui peuvent ne pas rentrer dans des statistiques de pauvreté. Pascal, vous qui êtes aussi avec le monde de l'entreprise, est-ce que vous voulez nous dire quelque chose sur ces fragilités? Vous parlez tout à l'heure des fragilités qui vont venir.
Je pense que toutes les fragilités qui ont été, qui viennent d'être citées, elles existent. Hein. Je veux dire, nous, on en a conscience. Hein. Je veux dire, on a conscience de ces fragilités. Je pense qu'en tout cas, on n'est pas capable tous d'adresser tous les sujets. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut choisir, en tout cas que chaque fondation, que chaque entreprise choisisse un petit peu ces angles, parce que les violences, que ce soit le racisme, que ce soit les violences sexuelles ou autres, sont aussi importantes que des problématiques d'aidants, de cancer ou d'autres choses. Mais chacun doit s'approprier ces sujets et les fragilités visibles ou pas visibles qu'il est capable de traiter. Mais on peut pas embrasser tous les sujets. Je veux dire, à un moment donné, il faut faire des choix dans ce qu'on est capable de porter, à la fois en termes de compétences, d'expertise et de moyens financiers, parce qu'il y a quand même des moyens financiers qui sont alloués. Mais en tout cas, je pense qu'elles sont de plus en plus connues du monde de l'entreprise. Moi, je veux bien, chez nous autres, c'est des sujets qui sont connus, mais on n'est pas forcément capable de… Il faut bien distinguer des sujets qui doivent être portés par l'entreprise. Dans le cadre, si on est sur des sujets racisme, égalité homme-femme ou autre chose, violence, on est bien sur des sujets qui doivent être portés des fois plus par l'entreprise au départ, pour sa propre population, que forcément par les fondations. Et qu'après que des fondations interviennent sur les thématiques, oui, c'est normal, il faut qu'on y aille. Mais après, on doit chacun choisir aussi on n'est pas capable de tout prendre. Il faut que chacun choisisse les combats dans lesquels il se sent le plus pertinent, compétent et capable d'apporter sa pierre à l'édifice et d'avoir le plus d'impact finalement. On est toujours aussi sur des logiques d'impact et d'éviter de se disperser. Ce qu'on rencontre un peu dans la crise actuelle, c'est qu'on a le risque, c'est qu'il y a beaucoup de fonds qui ont été alloués à certains secteurs associatifs. Comme je viens de dire. On a aidé le sanitaire, on a aidé l'hôpital, on a aidé différents de la pauvreté. Et c'est vrai qu'il y a des populations du coup qui passent totalement à côté. Moi, j'ai un exemple qui me vient d'elle. Nous, on est partenaire de Solidaise, hein. On est partenaire accessibilité handicap du festival. Le festival, il n'y a pas de festival, c'est 2,5 millions, 3 millions qui ne vont pas aller à la recherche dans plein de projets dans le monde entier. Et ben, est-ce que Solidaise va arriver à trouver des moyens financiers parce que finalement, ils sont partis à tel ou tel endroit. Donc, c'est ça, on a des vraies problématiques de secteurs de causes, comme il vient d'être indiqué, qui vont du coup risquent de passer, en tout cas sur 1 ou 2 ans, du fait des problématiques aussi finalement financières derrière, hein, de crise économique ou autre, qui risquent de passer à la trappe. On a quand même beaucoup d'entreprises qui vont être très perturbées par la crise, qui vont avoir des moyens financiers beaucoup moins importants. Est-ce qu'elles seront capables de consacrer encore autant d'argent à la philanthropie, aux opérations de mécénat et autres? C'est aussi un sujet qu'on a à se poser. Hein. Je veux dire, il va falloir, ça nécessitera aussi du monde associatif et autres de bien montrer la nécessité d'intervenir. On a quand même un risque aussi finalement d'avoir beaucoup de moyens financiers, beaucoup moins importants, à la fois dans le monde d'entreprise et même dans le monde des fondations, surtout si c'est des fondations d'entreprise ou des fondations qui font des levées de fonds. Isabelle, on parlait des 4000 personnes dans la rue, dans la métropole lyonnaise, et que quelqu'un disait c'est quand même pas si compliqué que ça. Et en fait, cette crise a rendu, comme on le disait, visible, invisible. Est-ce que ça va t'aider à pouvoir faire embarquer les gens sur se dire qu'il ne faut pas simplifier à outrance les fragilités? Alors, peut-être intervenir sur 2 choses. Oui, c'est vrai que le Covid nous a boosté notre action. Oui, c'est sûr qu'on a des entreprises qui nous ont rejoints pendant cette période-là, qui disent on veut embarquer que nos collaborateurs, on veut y aller, etc. Donc, on a plutôt bénéficié de ça pour pouvoir, en tout cas, rassembler un certain nombre d'entreprises et de collaborateurs. Maintenant, il y a une fragilité qui peut être tout à fait transversale et pas forcément liée à la pauvreté, c'est l'isolement social. Et cet isolement ou cette solitude, elle peut être autant effectivement chez les sans-abri et les personnes précaires, mais elle peut être aussi chez des salariés d'entreprise. Et l'ambition aussi de l'entreprise des possibles, c'est de décloisonner ces 2 mondes pour, on se dit, on peut recevoir effectivement une action d'un bénévole, mais ça va dans les 2 sens. C'est-à-dire que je donne, mais je reçois quelque chose. Et notre ambition, elle est aussi de pouvoir, en tout cas, travailler à cet isolement, d'isolement urbain, si on peut parler de façon un peu globale. Alors, oui, on va voir comment on rebondit, et on rebondit déjà sur nos actions de communication et pour rassembler, mais voilà, en espérant que ces 4000 ne soient pas un peu gonflés aussi par le Covid, parce qu'il y a, à mon avis, des situations extrêmement précaires qui, si on ne fait pas un peu de prévention, risquent de se transformer en
plus grosses difficultés cristallisées, quoi. Voilà. Donc c'est ça un peu qui nous, et notamment sur l'emploi, c'est-à-dire comment on travaille le logement et l'emploi pour un certain nombre de personnes, pour leur donner leur autonomie en tout cas et leur dignité financière. Voilà, on en est un peu là aujourd'hui. Il y a une proposition qui est faite également de dire, voilà, il y a 17 objectifs de développement durable, 17 ODD, donc une proposition de dire en créer un 18e objectif. Jean-Marie, est-ce que ce 18e objectif de faire en sorte que les entreprises et tout le monde se mettent en anticipation des pandémies, qu'est-ce que tu en penses? Il y a un des objectifs qui est en tout cas autour du partenariat. Et je pense qu'effectivement, personne ne pourra faire face seul à ces défis majeurs aujourd'hui. Et je voulais juste en signer un tout petit éclairage, mais une des fragilités qui n'était pas vraiment perçue et qui est venue très, très largement, c'est la fracture numérique. Et on voit bien que aujourd'hui, la résilience de nos sociétés, elle passe par une maîtrise aussi et un accès à tous ces outils informatiques, de communication et autres. Et là aussi, voilà, on a des pans entiers de la population qui sont en difficulté par rapport à la fois parfois physique et matériel, mais aussi simplement aussi psychologique, personnel. Un manque d'habitude, d'approche de tous ces outils qui permettent aujourd'hui de plus en plus d'avoir accès à ces droits sociaux, etc. Donc là, il y a un point d'attention à avoir, je pense, dans ces fractures, nouvelles fractures qui émergent de la société sur ces fractures numériques. Tout à fait. Alors, il y a des commentaires que vous avez tous pu lire et qui sont… où les gens sont d'accord, enfin, en tout cas certains sont exprimés, en fait en disant c'est tout part de la cohésion sociale qui doit être un objectif prioritaire, comme le dit Francis. Le lien social se retisse par la réponse aux besoins dont on parle ici. Lutter contre la relégation. Alors c'est vrai que la grande difficulté, c'est que les fragilités ne sont pas forcément visibles. Là, la crise nous en a fait voir de plus en plus. Je pense véritablement qu'en effet, tout ce que vous venez de dire montre que cette crise a été un accélérateur de cohésion sociale. C'était pas l'objectif, mais que ce soit par l'engagement, que ce soit par les aides, comme disait Isabelle, entre voisins, d'une société qui va demander comment elle peut rendre service, on voit bien qu'il y a quelque chose qui sous-tend, qui est là, et que nous avons vraiment un grand intérêt dans nos actes quotidiens, que ce soit les fondations, les associations, et nous tous en tant que particuliers, de continuer à agir et pas attendre le monde de demain, parce qu'en fait, si on attend le monde de demain et si on se dit ça va venir d'eux, mais eux, en fait, c'est nous, c'est chacun d'entre nous. Donc, j'espère en tout cas, parce que je vois qu'il n'y a plus de questions, s'il y a encore des questions, n'hésitez pas à les poser par le chat. En tout cas, j'en vois plus pour l'instant. J'espère vraiment que cet atelier va permettre de pouvoir justement se dire à tous qu'il y a quand même énormément de choses très positives. Il ne faut pas oublier, bien entendu, tous les gens qui sont décédés, les familles qui sont dans des difficultés, mais on peut repérer qu'il y a des fruits. Et aujourd'hui, notre devoir, il faut se dire à chacun d'entre nous, eh bien, c'est de transformer ces fruits et de les faire encore plus grandir. Voilà. Anne, je crois qu'il n'y a plus de questions. Je vois Donc, écoutez, merci beaucoup Isabelle, merci beaucoup Pascal et également Jean-Marie, merci beaucoup pour vos éclairages. Et Anne et Jean-Marc, je vous cède la parole. Merci. Merci beaucoup Jean-François, merci beaucoup Isabelle, Pascal et Jean-Marie pour votre intervention. Merci beaucoup Jean-François pour ton animation. Avant de vous donner quelques éléments sur les prochains rendez-vous du CFF très rapidement, je tenais à remercier chaleureusement Anne et Agnès Lamoureux qui ont programmé en fait ces 2 jours de sessions qui vous ont été proposés. L'affluence laisse entendre que leur programmation a retenu votre intérêt. Donc merci beaucoup à Anne et à Agnès ainsi que l'ensemble de l'équipe du CFF
qui a œuvré pour cette programmation. Pour ma part, donc, je voulais remercier vous toutes et vous tous, les participants à ces différents ateliers. Donc, vous dire que nous avons réuni plus de 210 personnes pendant ces 2 jours. Vous donner quelques rendez-vous. Nous allons organiser avec l'ensemble de nos confrères de la coordination générosité une session, une visioconférence à nouveau autour de la remise du rapport El Haïry-Mouchou qui a beaucoup occupé le secteur. Et donc, plutôt que d'organiser chacun dans notre coin une réunion, nous avons décidé d'organiser une réunion collective avec l'ensemble de ces acteurs en marge du séminaire annuel de l'AFF. Donc, ça sera jeudi prochain de 17h30 à 19h. Donc, les membres de nos 9 organisations pourront s'inscrire bien évidemment gratuitement à cette session pendant laquelle nous pourrons interviewer les 2 députés qui seront présents pour commenter leur rapport. Donc, on devra vous envoyer demain le lien d'invitation. Première rencontre. La deuxième rencontre, c'est notre assemblée générale. Donc, vous êtes tous attendus à cette assemblée générale. Vous avez sur le côté dans la discussion, le fil de discussion, le lien pour vous inscrire, si vous ne l'avez pas déjà fait, pour adresser un pouvoir. Votre participation est vraiment importante. Nous sommes une association, donc c'est vous qui devez exprimer votre voix à cette occasion. Très rapidement ensuite, un lien vers un questionnaire pour mesurer l'impact de la crise sur votre organisation. C'est un questionnaire qui est très court à remplir, ça vous prendra quelques minutes à peine et ça nous permettra à nous de mieux vous représenter et me parler de vous lors de nos échanges, tant avec les journalistes qu'avec les pouvoirs publics et globalement pour indiquer l'impact de la crise sur notre secteur des fonds et fondations. Et enfin, et j'en terminerai par là, donc un lien vers le site que nous avons créé pendant la crise pour valoriser vos engagements pendant la crise et la post-crise. Donc, il est encore temps de le faire vivre, ce site. Le site www.actioncovid19.org. Vous pouvez signaler vos actions, que vous soyez fondation distributive ou fondation ayant des besoins, pour expliquer et faire connaître la mobilisation des fondations. Nous avions été interrogés par un certain nombre de journalistes qui s'étonnaient au tout début de la crise du peu d'action des fondations. C'est pour ça que nous avons créé ce site pour vous, pour valoriser votre action. Et ce site est encore consulté par des journalistes, notamment Challenge qui nous a interrogés il y a quelques jours dessus, ainsi que Le Monde Argent qui a fait un petit papier aussi il y a quelques jours. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir participé à ce cycle de conférences sur le thème qui reste le thème de l'année et d'ailleurs qui est le thème de cet atelier, le thème des fragilités. L'objectif de ces 2 jours de visioconférence qui seront complétés par 2 jours en présentiel à Annecy cette fois-ci était de traiter d'une partie de l'ensemble du spectre de l'action des fondations contre les fragilités, l'ensemble des fragilités humaines et environnementales et la richesse de nos travaux qui vont d'ailleurs être retransmis et synthétisés sur notre site montre tout l'engagement des fonds et fondations sur ces sujets. Et c'est heureux d'avoir en France autant d'acteurs que vous qui vous engagez au quotidien pour lutter contre ces fragilités. Donc, je vous remercie pour ça, je vous remercie pour votre participation et l'ensemble de l'équipe du CFF est à votre écoute tout au long de l'année, y compris pendant l'été. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir.